En 1610, une femme nommée Maria de Zazoya avoua avoir assassiné 840 personnes. Or, la vérité est qu'elle n'aurait pu en tuer aucune. L'appareil qui extorqua cet aveu impossible est sans doute l'instrument de torture le plus mathématiquement précis jamais inventé. Les hurlements résonnent contre la pierre, une femme est suspendue par des cordes, le corps tremblant, et en dessous se trouve un tabouret en bois surmonté d'une pyramide métallique dont la pointe, assez effilée pour percer la peau mais volontairement émoussée, inflige quelque chose de bien pire que la mort immédiate. On nomme cela le « berceau de Judas ». En fin de compte, trois réalités vous entreront. D'abord, le dessin géométrique qui a transformé la gravité elle-même en arme, faisant du corps humain son propre bourreau. Ensuite, la raison pour laquelle les victimes pouvaient survivre pendant des jours dans d'atroces souffrances et pourquoi c'était précisément recherché. Enfin, l'aveu qui mit à nu une faille fatale dans tout le système de torture européen et changea l'histoire juridique. Pour comprendre comment un tel mal a pu exister, il faut remonter à 1478 en Espagne. Le berceau de Judas n'est pas l'œuvre de sadistes anonymes dans une cave, mais d'administrateurs et d'ingénieurs travaillant pour un appareil bureaucratique, la Inquisition, qui fonctionnait avec bureaux, papiers et procédures normalisées. Le bûcher est efficace pour exécuter, certes, mais trop efficace. L'accusé meurt en quelques minutes, parfois secondes, sans avoir le temps de confesser ni de dénoncer d'autres complices, ni de fournir l'exemple durable que recherchait l'institution. Les ingénieurs inquisitoriaux imaginèrent donc un dispositif répondant à trois objectifs. Maintenir la victime en vie pendant des jours pour maximiser le temps d'aveu, infliger une douleur croissante sans laisser de marques visibles susceptibles d'indigner le public et fonctionner automatiquement en utilisant le poids du corps de la personne contre elle-même. Le résultat fut le berceau de Judas, ainsi nommé en référence au plus célèbre traître de l'histoire, car cet instrument faisait avouer chacun, amis et famille compris. Les registres inquisitoriaux allaient jusqu'à le qualifier de « miséricordieux ». Comparé à la combustion vive, on considérait qu'on accordait aux condamnés quelques jours supplémentaires pour se réconcilier avec Dieu. En quelques décennies, ce dispositif se répandit d'Espagne en Italie, en Allemagne, en France et au-delà, non par la force mais par recommandation. Des inquisiteurs s'échangeaient des lettres louant son efficacité, son impact psychologique et les aveux qu'il produisait. Qu'est-ce qui le rendait si redoutable? 3 caractéristiques de conception. Imaginez un ingénieur inquisitorial vers 1480, comment créer une douleur qui ne s'arrête jamais. On commence par la géométrie. La pointe pyramidale du berceau mesurait généralement entre 10 et 15 cm, fabriquée en bois ou en métal et fichée sur un tabouret solide. L'astuce la plus sinistre résidait dans l'angle. La pointe n'était pas aiguë comme une lame, cela aurait traversé trop rapidement et causé une blessure fatale en quelques heures, mais assez aiguë pour appliquer une pression concentrée et incessante sur des zones sensibles tout en épargnant les organes vitaux. Les victimes, souvent entièrement dévêtues, étaient suspendues par les poignets au-dessus de la pointe et on procédait à une descente lente, centimètre par centimètre. Des gardes manœuvraient les cordes et laissaient le poids du corps exercer la force. 120 à 70 kg de pression constante concentrée sur une surface plus petite qu'une pièce. Les sources médicales d'époque révèlent ce que les schémas ne montrent pas. Sous une telle contrainte, le corps entre en mode survie, les muscles se contractent instinctivement pour se soulever et échapper à la douleur, les jambes tremblent, les abdominaux se raidissent et pendant 1 heure ou 2 l'adrénaline permet de maintenir partiellement la posture, réduisant la pression. Puis la fatigue musculaire survient. Le corps ne peut plus soutenir cette tension et la gravité, implacable et infatigable, finit par faire descendre la personne davantage, augmentant la pression et l'intensité de la souffrance. Toute tentative de se redistribuer les appuis accélère la déchirure des tissus. Le berceau se balance avec ses mouvements, créant une oscillation qui rajoute au supplice. Les survivants décrivirent que l'élément le plus terrifiant n'était pas tant la pénétration physique que la conscience que dormir revenait à mourir. Perdre connaissance signifiait que tout le poids du corps s'abattrait sur la pointe. Ainsi, les victimes luttaient contre le sommeil pendant des heures, souvent des jours, et, pour hâter cet effondrement, des gardes ajoutaient parfois des poids afin d'accroître la contrainte et de prolonger la souffrance jusqu'à obtenir l'aveu souhaité. La chaise de Judas n'était pas seulement un instrument de douleur physique, c'était une machine à briser l'esprit. Les victimes étaient attachées, secouées, parfois lâchées puis rattrapées. La torture psychologique s'ajoutait à l'agonie corporelle, l'anticipation de l'impact devenant un supplice à part entière. Chaque angle, chaque corde, chaque mécanisme était calculé et standardisé à travers l'Europe. Mais l'horreur la plus profonde n'était pas la souffrance immédiate, elle venait des jours qui suivaient. Après 3 jours sur la pointe, quelque chose rendait les suppliciés incapables de demander la mort, ils imploraient autre chose de plus terrible encore. La chaise n'était pas conçue pour tuer vite, mais pour tuer lentement. La biologie de ce processus est terrifiante. Dans les premières heures, le corps est submergé d'adrénaline et de cortisol. Les récepteurs de la douleur s'emballent et certains décrivent une dissociation,
comme s'ils observaient leur propre supplice de l'extérieur, le rythme cardiaque et la respiration s'affolent. Après plusieurs heures, la pression concentrée provoque des déchirures tissulaires et des lésions nerveuses. La douleur devient une brûlure écrasante, continue et croissante, sans crescendo possible, tandis que le flux sanguin est compromis mais pas interrompu. Au deuxième et troisième jour, les plaies s'infectent, contact avec des excréments, du bois ou du métal non lavé, et les fluides corporels qui s'accumulent favorisent une septicémie, fièvre, délire et hallucinations s'installent. La septicémie met plusieurs jours à tuer un adulte en bonne santé, un délai que les tortionnaires connaissaient et exploitaient pour obtenir des aveux. L'épuisement du sommeil est un autre facteur déterminant. Rester éveillé pendant 48 heures dans une douleur constante et avec une infection qui progresse fracture l'esprit. Les frontières entre souvenirs, cauchemars, voix et interrogatoires s'estompent et les prisonniers confessent n'importe quoi. Les médecins de l'époque décrivent une progression en 3 étapes, résistance et déni. Marchandage et aveux partiels, puis effondrement psychologique complet qui mène à des confessions absurdes, incompatibles avec la réalité. Un cas illustre cela. Une femme soumise à la chaise finit par raconter, en l'espace d'une nuit, des récits impossibles, meurtres collectifs, vols nocturnes sur des bêtes surnaturelles, des récits tellement incohérents que l'un des examinateurs décida d'enquêter. En recoupant registres paroissiaux et témoignages, il établit que ces aveux, obtenus sous la contrainte, contenaient des impossibilités géographiques et chronologiques, démontrant que la torture ne révélait pas la vérité mais la fabriquait. Malgré ce constat rationnel, le système judiciaire de l'époque continuait de broyer des vies. La femme mourut d'infection quelques semaines après son confession, toujours détenue et sans procès, tandis que le rapport critique qu'un enquêteur rédigea montrant l'inefficacité et la dangerosité de la torture resta une des rares dénonciations documentées de cette méthode. L'interrogateur voulait entendre une confession et le Conseil suprême, de manière choquante, accepta. De nouvelles directives furent émises, limitant sévèrement la torture dans les affaires de sorcellerie. D'autres tribunaux européens commencèrent à citer les conclusions de Salazar. L'utilisation du jus d'acradle diminua lentement, mais de manière mesurable au cours du siècle suivant. La confession impossible de Maria, née du délire et de la souffrance sur cette pyramide de bois, avait révélé la faille fatale du système. La torture ne produit pas de preuves, seulement la soumission. Le jus d'acradle ne disparut pas complètement, car 172 ans plus tard, en 1782, la confrontation d'une femme avec cet instrument marqua un tournant qui mit fin à son règne de terreur en Europe. Cette femme s'appelait Anna Gildi, dernière victime légale de torture pour sorcellerie en Europe, et elle fut soumise au jus d'acradle une dernière fois. Le 13 juin 1782 à Glaris, en Suisse, Anna Geraldi, domestique de 48 ans travaillant pour un médecin nommé Jan Jacob Tichudi, fut accusée de sorcellerie après que la fille de Tichudi, âgée de 8 ans, eut des convulsions et vomit en prétendant avoir trouvé des aiguilles dans son lait. Malgré l'époque des Lumières et les idées des droits humains, Anna fut amenée devant un tribunal et soumise au jus d'acradle pendant environ 18 heures sur 2 sessions, selon les archives judiciaires de Glaris. Délire et douleur la poussèrent à avouer un pacte avec le diable, apparaissant sous la forme d'un chien noir aux yeux de feu, et avoir empoisonné le lait de l'enfant avec des aiguilles. Elle fut condamnée à mort par décapitation dans la place publique. Cependant, cette affaire provoqua un tollé en Europe. Les journaux en Allemagne, France et Angleterre publièrent des articles d'indignation. Les intellectuels des Lumières virent un cas concret pour défendre les droits humains. Des dizaines de pétitions furent envoyées au gouvernement suisse. L'affaire devint un cri de ralliement contre la torture et en 1787, l'empereur Joseph d'Autriche promulgua un code pénal interdisant la torture dans tout l'Empire Habsbourg. D'autres États allemands suivirent et la France interdit la torture judiciaire en 1789. Malgré cela, de nombreux jus d'acradle furent conservés et exposés dans des musées à travers l'Europe, comme le musée criminel médiéval de Rothenberg en Allemagne, le musée de la torture à Vienne et dans des collections privées. La pyramide utilisée sur Anna Gildi se trouve probablement au musée national suisse, rarement exposée à cause de son caractère troublant. L'exécution d'Anna, dernière torture légale pour sorcellerie en Europe, engendra des réformes qui contribuèrent plus tard aux conventions de Genève de 1949, interdisant explicitement la torture au niveau international. Cette histoire illustre que la torture n'a pas besoin de monstres. Elle est le produit de personnes convaincues de faire le bien, croyant que des mesures extrêmes sont justifiées. La leçon est que l'oubli de cette vérité nous rapproche dangereusement de reproduire de tels instruments de souffrance. De Maria de Zazoïa à Anna Gildi, la douleur des victimes a façonné la protection des droits humains et nous rappelle la promesse « plus jamais ». Aujourd'hui, une question demeure. Les musées doivent-ils continuer à exposer ces instruments de torture ? D'un
côté, ils constituent des outils éducatifs puissants, rappels concrets des dangers de l'abandon de la dignité humaine. D'un autre côté, ils risquent de transformer la souffrance en spectacle. Où tracer la limite entre mémoire historique et exploitation de la douleur? Il n'existe pas de réponse simple, mais réfléchir à cette question est essentiel pour comprendre notre humanité. Enfin, la semaine prochaine, nous découvrirons une méthode d'exécution si brutale qu'après une seule utilisation, elle fut immédiatement interdite dans toute l'Europe, impliquant un éléphant et un prisonnier condamné. Cela montre à quel point l'histoire peut être effroyable, mais nécessaire pour se souvenir de l'importance de l'humanité. Alors que nous tournons la page de cette sombre période, il est important de se rappeler que chaque réforme historique commence souvent par une histoire individuelle. Anna Gildi n'était pas seulement une victime, elle est devenue un symbole vivant des dangers d'un système aveuglé par la peur et les traditions. Sa souffrance, aussi brutale et injuste fut-elle, a servi de catalyseur pour changer les lois et les mentalités à travers l'Europe. Aujourd'hui, en visitant des musées ou en étudiant ces événements, nous ne faisons pas que regarder le passé. Nous comprenons les mécanismes de la peur, de la manipulation et de l'injustice. Les instruments comme le Judakradl nous rappellent ce dont les êtres humains sont capables quand ils justifient la cruauté au nom de la loi, de la religion ou de la société. Mais ils nous rappellent aussi la résilience et le courage de ceux qui se sont battus pour la vérité et la justice. Cette histoire soulève une question universelle. Comment transmettre ces leçons aux générations futures sans glorifier la souffrance? L'éducation et la mémoire sont essentielles, mais il faut aussi veiller à ce que la transmission soit respectueuse et humanisante. En racontant l'histoire d'Anna Gildi et de Maria de Zazoia, nous choisissons de nous souvenir, de tirer des enseignements et de défendre les droits humains. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans les prochaines vidéos. Comment l'histoire, même la plus sombre, peut devenir une source de lumière et d'inspiration pour construire un monde plus juste. Alors, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer, et surtout, prenez un moment pour réfléchir à ce que signifie vraiment ne jamais recommencer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La semaine suivante, nous nous tournons vers un événement encore plus choquant, qui montre jusqu'où l'homme peut aller pour punir et contrôler. Nous sommes dans l'Inde coloniale, au XVIIIe siècle. Une méthode d'exécution si brutale qu'elle fut utilisée une seule fois avant d'être immédiatement interdite dans toute l'Europe. Cette exécution impliquait un éléphant dressé pour infliger la peine capitale à un prisonnier condamné. L'animal, entraîné pour exécuter la sentence en public, était au centre d'une cérémonie terrifiante, destinée à impressionner la population et à démontrer le pouvoir du souverain. Mais l'indignation fut instantanée. Le spectacle choqua tous ceux qui en entendirent parler, et la méthode fut rapidement bannie à l'unanimité par toutes les nations européennes. Une seule utilisation avait suffi pour montrer l'inhumanité de cette approche. Cette histoire, comme celle d'Anna Gildi, illustre une vérité universelle. La cruauté extrême, justifiée par la loi ou la tradition, finit toujours par provoquer une réaction morale et sociale. Les réformes naissent souvent de la douleur des victimes, et l'histoire nous enseigne que chaque voix, chaque témoignage, peut changer le cours des choses. En réfléchissant à ces événements, nous comprenons mieux l'importance des instruments juridiques modernes comme les conventions de Genève ou la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces protections ne sont pas tombées du ciel. Elles sont le fruit de siècles d'erreurs, de souffrances et de luttes pour la justice. Alors, en regardant l'histoire, nous devons nous demander, que pouvons-nous faire aujourd'hui pour protéger la dignité humaine et empêcher que de telles horreurs se répètent? Comment éduquer, mémoriser et transmettre ces leçons à la génération future sans tomber dans le sensationnalisme ou la glorification de la souffrance? Chaque artefact, chaque récit, qu'il s'agisse du Judakradl ou d'un éléphant d'exécution, nous rappelle que le pouvoir peut être utilisé pour le mal ou pour le bien. C'est à nous, aujourd'hui, de choisir le bien, de comprendre l'histoire pour construire un futur plus humain. Ai, ô. Hum, então, mano. É que tem que ser bom, né, gente, Tô como eu pensando falei. em Pô, nomes. eu troquei o diamante e botei legendary, tá ligado? Aí você tem que pegar o pequenininho, aí vai liberar o tesouro. Ai, ô. Tô achando que tá roubando minhas coisas, Denis. Tu não tá com imã não, né, Denis?
Ó, o papo é esse mesmo, pescando outro bioma, velho. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá. Partes do maquinário, núcleo de ancoragem de Rubrânia, modulador de colapso controlado, dreno de excesso, modulador de reindividualização. Toma, J. Macedo! Vai tomando! Filho da puta!